Rio est un orphelin sans défense qui est envoyé dans les bidonvilles après le meurtre de sa mère. Cependant, lorsqu'une déesse spirituelle avec des atouts maternels lui donne des compétences magiques, il les utilise pour devenir surpuissant afin de pouvoir écraser ses ennemis pour se venger. Tout commence avec un garçon nommé Haruto, se rendant à l'université en bus avant qu'il ne perde le contrôle et soit percuté par le train. Pendant ce temps, dans un autre monde, un garçon fragile nommé Rio se réveille dans les bidonvilles et commence soudainement à vivre des souvenirs qui ne sont pas les siens. Il est tellement confus qu'il commence à se nommer Haruto. Mais alors qu'il lutte avec une crise d'identité, des hommes entrent dans la maison. Ils s'assoient et commencent à festoyer et l'un d'eux dit à Rio de se laver parce qu'il sent comme un spectateur moyen de Tiny and the Ear. Ouf! Alors que Rio sort, il a tellement faim qu'il commence à manger des baies. Les souvenirs de Haruto envahissent à nouveau son esprit, mais il se rappelle qu'il est Rio et qu'il vit dans ces bidonvilles pour venger sa mère. Après s'être souvenu de sa mort, Rio essuie ses larmes et se rhabille. À ce moment-là, des femmes en robe blanche apparaissent et l'aînée, Vanessa, lui demande sévèrement s'il a vu une fille aux cheveux violets. Quand Rio hésite à répondre, la fille nommée Cilia se rend compte qu'il pourrait être intimidé et décide de lui parler poliment. Rio lui dit calmement qu'il ne l'a pas vu, alors quand Cilia suggère de fouiller les taudis, Rio lui dit de ne pas le faire. Il explique que leur groupe se remarquera comme un modérateur de Discord dans une salle de sport. Alors Vanessa suggère qu'ils reviennent après s'être habillés comme des gens ordinaires. Les autres filles, Christina et Rohanna, protestent, mais Vanessa insiste pour qu'elle retourne. Avant de partir, elle demande à Cilia de vérifier les environs pour toute présence magique, ce qui l'incite à lancer un sort. Cela fait briller le corps de Rio et Cilia réalise qu'il déborde de magie, ce qui signifie qu'il a le potentiel pour devenir un mage. Comme il ne détecte aucune autre présence, il décide de filer, mais pas avant de lui remettre un paiement pour les informations fournies. Après que Rio soit rentré chez lui, une personne masquée le poignarde soudainement à la poitrine, mais la bourse de pièces bloque l'impact du couteau. Choqué, Rio regarde autour de lui pour découvrir que tout le monde a été poignardé à mort et que l'homme masqué commence lentement à s'approcher de lui avec son couteau. Juste avant qu'il ne l'attaque, Rio voit l'esprit d'une jolie dame qui apparaît pendant quelques secondes et lui apprend à utiliser sa magie. Après sa disparition, Rio commence à riposter contre l'homme masqué, utilisant la magie combinée avec le style de combat qu'il a hérité des souvenirs de Haruto. L'homme masqué utilise la magie pour améliorer ses capacités, mais Rio l'affaiblit jusqu'à ce qu'il soit assommé. Juste à ce moment-là, il remarque quelqu'un attaché dans un sac et l'ouvre pour trouver une fille aux cheveux violets qui le supplie de l'emmener au château avant de s'évanouir devant la scène horrible. Rio devine qu'elle doit être la princesse que ses autres filles recherchent, alors il décide de la porter jusqu'au château. En chemin, il croise les filles de tout à l'heure, mais Christina le saisit par la chemise, l'accusant d'être un criminel. Cela pousse Vanessa à dégainer son épée et elle ordonne à Rio de l'accompagner au château ou de finir ici. Après que Rio accepte, les gardes royaux envahissent sa maison et arrêtent l'homme qui a kidnappé la fille. Juste à ce moment-là, un homme dans la foule avale une pilule et le ravisseur meurt mystérieusement sur le coup. Pendant ce temps, Rio subit une enquête tortueuse où Charles, le vice-capitaine des gardes royaux, l'interroge. Quand Rio nie toute implication dans l'enlèvement, Charles commence à le traiter comme une femme au foyer des années 90. Pendant ce temps, la fille kidnappée, la princesse Flora, reprend enfin conscience et est soulagée de se retrouver dans sa chambre. Elle apprend ensuite de Vanessa que le garçon qui l'a sauvée est actuellement en cours d'enquête. Elle lui demande d'amener Rio, alors Vanessa et Cilia se présentent et sont horrifiées de voir qu'il a été plié comme une chaise de jardin. Au début, Charles est fier de son travail, mais lorsqu'il apprend que Rio a sauvé la vie de Flora, il commence à transpirer et dit à ses hommes de le libérer. Après que Cilia l'ait guéri, Rio se réveille dans un lit confortable et est surpris de voir que toutes ses blessures ont disparu. Cilia s'excuse pour ce qu'il a subi et Rio réalise soudain qu'elle est la même fille à qui il a parlé devant sa maison. Elle révèle également qu'il aura une audience avec le roi qui le récompensera pour avoir sauvé sa fille en l'inscrivant à l'académie de magie. Après avoir emmené Rio chez le roi, Cilia l'emmène à l'académie de magie et lui demande de venir à son laboratoire après l'école pour qu'elle puisse lui enseigner quelques bases, avant de l'emmener en classe. Elle lui dit que la plupart des étudiants ici sont des princesses crypto et qu'il pourrait ne pas beaucoup l'apprécier. Dès qu'il entre dans la classe, les étudiants commencent à le regarder comme s'il était un végétarien à une fête de viande. Et une fois qu'il se présente, ils commencent déjà à se moquer de lui. Lorsqu'il s'assoit, Cilia commence le cours et demande aux étudiants de noter les problèmes, bien qu'elle dise à Rio de prendre son temps. Après la fin des cours, Rio se dirige vers le laboratoire de Cilia, mais quand il frappe à la porte, Cilia l'ouvre brusquement et lui dit de lire le panneau « Ne pas déranger ». Cependant, une fois qu'elle réalise que c'est Rio, elle l'accueille, et il voit que son laboratoire ressemble à une zone de bombardement. En entrant, il commente qu'elle a l'air assez jeune même si elle est professeure, et Cilia révèle qu'elle a en fait le même âge que lui, à sa grande surprise.
Après les politesses, elle lui assigne des problèmes de mathématiques que Rio parvient à résoudre facilement. Impressionnée par ses compétences, elle révèle que son intellect est au même niveau que celui de Christina, la même personne bizarre qui l'a frappée au visage plus tôt. Ce que Cilia ne sait pas, c'est que les souvenirs de Rio ont fusionné avec ceux de Haruto, qui était étudiant à l'université dans sa vie. Cilia demande où il a appris à faire des maths, et il ment en disant que c'est sa mère qui lui a appris. En servant le thé, elle demande à Rio s'il a eu des problèmes lors de son premier jour, mais il dit que cela s'est plutôt bien passé. Il lui demande ensuite de lui recommander quelques livres pour qu'il puisse pratiquer le nouvel alphabet de ce monde. Pendant l'entraînement au combat, le professeur remarque que Rio est assez doué et lui demande de le frapper aussi fort que possible. Alors que Rio se concentre, les souvenirs de Haruto pratiquant les arts martiaux prennent le dessus et il attaque le professeur de toutes ses forces. Ses compétences à l'épée sont si impressionnantes que toute la classe s'arrête comme lors d'un événement en direct de Fortnite. Et après avoir surpris le professeur, il gagne le respect de l'homme. Le vieil homme dit qu'il a le potentiel pour devenir chevalier, mais quand Rio dit qu'il n'est pas intéressé, toute la classe est choquée. Plus tard, alors qu'il étudie pour les examens à la bibliothèque, Cilia lui demande de se détendre puisqu'il vient juste de rejoindre. Le jour de l'examen, tandis que les autres peinent avec les questions, Rio écrit comme une machine. Hey yo, quoi le... Après avoir quitté la pièce, il voit les étudiants vaquer à leurs occupations, ce qui lui rappelle le moment où une fille nommée Maharu a trahi Haruto. Il se souvient de son amie d'enfance, Maharu, à qui il avait promis de se marier. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'université, elle s'est trouvée un autre homme, ce qui lui a brisé le cœur. Alors que les souvenirs affluent, Rio retourne à son dortoir, attristé par l'histoire d'amour tragique entre Maharu et Haruto. Cependant, il se fâche parce que rien de tout cela ne devrait le concerner, car il est Rio. Lorsque les résultats des tests sont publiés, Rio obtient le même score que Christina, la meilleure élève de leur classe, à la grande surprise de tout le monde. Alphonse, le tiers 3 de Christina, commence à l'accuser de tricherie, mais Rohanna et Christina le réprimandent pour ces accusations sans fondement. Juste à ce moment-là, Cilia elle-même apparaît et dit à tout le monde que Rio a travaillé très dur. Mais même alors, Alphonse refuse de l'accepter. Plus tard, dans son laboratoire, elle félicite Rio pour avoir obtenu la première place. Mais elle s'inquiète que les étudiants commencent à créer des fils de haine sur Reddit contre lui. Rio lui demande si elle a subi le même traitement quand elle était étudiante. Et Cilia admet que les nobles de rang supérieur lui causaient des ennuis de temps en temps. Elle dit qu'elle avait des amis qui l'aidaient, et Rio dit qu'il ira bien aussi parce qu'il l'a, elle. Le jeu de séduction de Bro est si fort qu'il fait rougir Cilia, mais elle est flattée d'apprendre qu'il la considère comme une amie plutôt qu'une professeure. Après un peu de taquinerie, Rio lui dit qu'il viendra la voir s'il a besoin d'un ami, ce qui la rend heureuse. Elle dit qu'il peut pleurer sur sa poitrine si besoin, et Rio plaisante en disant qu'il n'y a pas grand-chose à cet endroit, ce qui la fait rire. 5 ans plus tard, lors d'un entraînement de combat, le professeur révèle qu'un tournoi d'exhibition est organisé et qu'il a besoin des 3 meilleurs étudiants comme soigneurs. Il choisit Alphonse, Stuart et Rio. Et même si la sélection de Rio suscite la controverse, le professeur reste ferme. Au laboratoire, Cilia révèle qu'il peut être repéré par les chevaliers avant la remise des diplômes s'il réussit bien, mais il dit fermement qu'il n'est pas intéressé. Cilia remarque alors qu'il a grandi et qu'il est maintenant plus grand qu'elle, mais il plaisante en disant qu'elle est toujours une petite. Elle lui demande alors ce qu'il prévoit de faire après l'obtention de son diplôme, et Rio dit qu'il pense aller toucher de l'herbe. En réalisant qu'il pourrait quitter le pays, Cilia lui propose un emploi au laboratoire, lui rappelant qu'il est vraiment doué pour garder cet endroit propre. Rio dit qu'elle se mariera bientôt et que ce ne sera pas bien vu d'avoir un roturier dans son laboratoire. Cilia dit qu'elle ne prévoit pas de se marier de sitôt, mais Rio dit calmement que beaucoup seront intéressés parce qu'elle est une femme charmante, ce qui la fait rougir. Elle lui demande alors où il ira et il dit qu'il ira dans la patrie de ses parents, Yugumo. Il se souvient que sa mère lui en avait parlé et lui avait promis de l'y emmener quand il serait grand, et Cilia peut voir la douleur qu'il cache derrière son sourire maintenant qu'elle est à la tête. Quelques semaines plus tard, le tournoi commence et un chevalier nommé Alfred sert d'arbitre. Alors que Rio est appelé dans l'arène, il croise Alphonse en chemin, qui lui dit de ne pas s'étouffer, sinon toute leur classe sera ridiculisée. En entrant dans l'air, il est choqué de voir que son adversaire est Charles, le même gars qu'il a torturé il y a 5 ans. Le match commence, et malgré le fait qu'il affronte le guerrier expérimenté, Rio tient bon, ce qui pousse Charles à l'attaquer imprudemment. Cependant, Rio utilise cela contre lui et le désarme, ce qui pousse Alfred à le déclarer vainqueur. Charles commence à chercher des excuses, mais Alfred lui dit d'arrêter d'être une mauviette et d'accepter la défaite comme un vrai homme. Ce soir-là, Charles se saoule avec son pote Reyes, lui disant que Rio est le même gamin qui a été accusé d'avoir enlevé la princesse il y a 5 ans. Sans le savoir, Reyes est le même type mystérieux qui a éliminé le véritable kidnappeur dans la foule. Le lendemain, Cilia attend impatiemment Rio pour le féliciter en personne. Elle le voit ensuite aller à l'arrière, où une fille lui remet une lettre d'amour, ce qui blesse Cilia.
Cette nuit-là, elle passe en revue les plans de 3e cycle des étudiants, surprise de voir que Rio n'en a écrit aucun. Le lendemain en classe, Cilia demande aux étudiants de faire quelque chose d'aussi basique que de contrôler leur pouvoir magique, et Alphonse pense qu'elle fait cela spécialement pour Rio, puisqu'il est un roturier. Elle gère cela calmement, demandant à Alphonse et à son ami Stuart de démontrer leurs compétences. Une fois qu'ils le font, elle utilise la magie pour fermer les rideaux et les surpasse facilement. Après le cours, Stuart félicite Cilia pour son spectacle plus tôt, puis accuse Rio d'être un tricheur devant elle pour le faire mal paraître. Cependant, Cilia lui dit de ne pas lancer d'accusations sans preuve, et Rio sort calmement sans rien dire, ce qui rend Flora triste. Christina lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, mais Flora se sent toujours mal, car elle ne l'a même pas remercié de l'avoir sauvée. Plus tard, la classe se réunit pour un entraînement en plein air, et Rohanna dit à Flora de ne pas s'inquiéter, car tous les monstres les plus forts ont déjà été éliminés. On dit ensuite aux étudiants qu'ils doivent traverser les montagnes en utilisant le chemin le plus court possible, en évitant autant de monstres qu'ils peuvent. Rohanna soutient alors qu'ils pourraient ne pas avoir assez de temps, mais Stuart et Alphonse utilisent leur connexion avec l'armée pour leur faire marquer le chemin le plus sûr dans toute la zone. Alors que l'opération commence, Stuart charge Rio de porter les bagages de tout le monde, et Rio s'exécute sans faire d'histoire. Flora lui demande doucement s'il aimerait un coup de main, mais il lui dit calmement de ne pas s'en inquiéter. Elle se tourne ensuite vers Christina et lui dit que c'est du racisme flagrant contre Rio. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une horde de gobelins apparaît de nulle part. Alphonse, étant le commandant, dit aux garçons de rester calmes et leur donne des instructions sur la façon d'aborder la situation, ce qui leur permet de surmonter l'obstacle facilement. Juste à ce moment-là, ils voient Rio regarder dans la direction opposée, ignorant que Rio a détecté une autre présence derrière eux. Alors que Reg s'observe depuis l'ombre, il réalise que Rio est bien plus capable qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il continue, Alphonse les guide avec confiance hors des bois, mais il tombe sur une falaise qui n'était pas indiquée sur la carte. Christina lui demande ce qu'il prévoit de faire maintenant, mais avant qu'il ne puisse répondre, le groupe est attaqué par des orques. Lorsque les orques lancent des lances sur eux, Stuart en attrape une dans la jambe et trébuche sur Flora, la faisant tomber de la falaise. Rio le remarque et saute après elle, utilisant la magie pour la renvoyer en haut tandis qu'il tombe dans la forêt. Avant que les autres puissent vérifier son état, les orques intensifient leurs attaques, alors ils se mettent en formation pour se défendre. Avec l'aide de Christina et des autres, l'équipe parvient à éliminer les orques, et Rio, qui est en bas dans la forêt, entend leurs acclamations d'en haut. Malgré un atterrissage comme un Super Saiyan vétéran, Rio ne comprend pas ses propres pouvoirs magiques et craint que les autres ne se méfient de lui s'il s'en sort indemne. Pendant ce temps, les étudiants commencent à discuter de la façon dont Flora a été projetée du haut de la falaise, et Stuart, ne voulant pas assumer la responsabilité, rejette toute la faute sur Rio. Alphonse ajoute qu'il a dû sauter parce qu'il ne voulait pas vivre avec le crime d'avoir presque mis fin au jeu de la princesse. Mais Flora a essayé de soutenir que rien de tel ne s'était passé. Finalement, il décide de laisser tomber et de passer à autre chose. Mais Flora ne veut pas laisser Rio derrière. Elle promet de l'aider même si cela signifie être laissée derrière. Mais Christina et Rohanna essaient de lui faire entendre raison. Juste à ce moment-là, un minotaure costaud apparaît, et même la boule de tonnerre de Christina ne peut lui faire aucun dégât. Alphonse suggère d'utiliser la lance de glace, mais quand cela échoue aussi, il dit à l'équipe de filer d'ici. Christina et Rohanna partent parce qu'elles supposent que Flora s'est déjà échappée, ignorant qu'elle est retournée dans la forêt pour soigner les blessés. Juste à ce moment-là, elle entend le Minotaure s'approcher d'elle et se prépare à un coup, mais Rio apparaît soudainement et tranche la main du Minotaure. Flora traîne rapidement l'étudiant blessé, et Rio dévie l'attaque du Minotaure comme s'il était un vétéran de Sakaro. Finalement, il trouve une ouverture et abat le monstre, mais quand les autres arrivent, il décide de s'enfuir avant que quiconque ne le voie. Pendant ce temps, Reis remarque sa capacité à utiliser les arts spirituels et réalise que Rio vient de la région de Yagumo. À l'académie, Celia est sur le point d'entrer dans le bureau du directeur lorsqu'elle entend quelqu'un parler de Rio. Il dit que Rio a disparu et même si Flora plaide en sa faveur, ils ne peuvent pas laisser la faute retomber sur Stuart car cela ternirait le nom de sa famille. Ainsi, ils décident de faire de Rio le coupable et demandent au duc Huguenot de s'occuper de l'affaire. Cette nuit-là, Rio s'introduit dans le laboratoire de Celia et elle l'enlace immédiatement, expliquant qu'elle était très inquiète. Plus tard, elle lui dit qu'il a été accusé à tort, mais Rio l'accepte calmement car il sait que seules les personnes au pouvoir décident de ce qui est bien ou mal. Il remercie ensuite Celia pour tout ce qu'elle a fait pour lui au cours des dernières années, et c'est pourquoi il est venu ici pour dire un dernier adieu. Il promet de lui écrire des lettres en utilisant son alias, et quand elle demande ce que c'est, il révèle que ce sera Haruto. Elle lui demande alors si elle le reverra un jour, et Rio promet qu'ils se rencontreront à l'avenir. Après une chaleureuse étreinte, elle le laisse partir avec un sourire. Mais dès qu'il part, Celia fond en larmes.
Elle se souvient de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, depuis leur première rencontre jusqu'à devenir amis. Après le départ de Rio, Huguenot visite les cellules et demande à l'une de ses assassines, Latifa, de trouver et d'éliminer Rio en utilisant l'odeur sur son uniforme. Pendant les jours suivants, Rio court à travers la forêt, évitant les monstres et suivant la carte jusqu'à ce qu'il atteigne le royaume voisin de Gellar. À la porte principale, il remarque un tableau d'hommes recherchés et décide de garder la tête basse, ignorant que Latifa le suit. En traversant la ville animée, il tombe sur une boutique vendant des pâtes et apprend que le gouverneur Liselot a eu cette idée. Rio commande un bol pour lui-même, et le goût lui rappelle le monde de Haruto, ce qui le fait se demander si Liselot vient du même monde que Haruto. Une fois terminé, il demande au commerçant où il peut en trouver plus, et l'homme lui indique la guilde des marchands de Rika. Une fois là-bas, il voit des gens manger des manju, qui est un autre plat du monde de Haruto. En entrant, il est accueilli par une employée nommée Lot, qui lui fait faire le tour de l'endroit, lui montrant toutes sortes de plats qu'il n'a jamais vus auparavant. Plus tard, alors qu'on lui sert du thé noir, il se souvient de toutes ces fois où il l'a partagé avec Celia. Il demande ensuite à Lot si elle utilise des feuilles de Lyse, et elle répond oui, révélant qu'ils fournissent à leurs clients des produits de la plus haute qualité pour assurer plus de ventes. Plus tard, alors que Lot emballe ses affaires, Rio laisse une lettre pour Celia, lui faisant savoir qu'il ne pourra pas écrire pendant un certain temps, mais qu'il est sain et sauf. Après son départ, l'assistante de Lot l'appelle par son vrai nom, Liselot, mais elle lui rappelle rapidement qu'elle est sous un déguisement. Avec cela, Rio continue avec beaucoup de nourriture lorsqu'il tombe sur une fille inconsciente dans la forêt. Il s'arrête pour la regarder, mais il s'avère qu'il s'agit de Latifa, qui tente de lui tendre une embuscade. Il parvient à éviter ses attaques, mais est injecté avec une fléchette empoisonnée, ce qui brouille sa vision. Réalisant qu'elle est une fille bête, il utilise la magie de guérison pour arrêter le poison, afin de pouvoir la combattre à pleine puissance. Alors que le combat commence, Rio réalise qu'elle est super rapide, même sans renforcer son corps, ce qui signifie qu'une seule erreur, et il est fichu. Les deux continuent d'échanger des coups, jusqu'à ce que Rio remarque qu'elle est trop concentrée sur ses couteaux. Cela lui donne l'occasion d'attaquer ses points faibles, et il finit par la désarmer et la plaquer au sol. Pensant qu'elle est sur le point de mourir, Latifa commence à crier pour sa mère. Alors Rio utilise la magie pour l'endormir avant qu'elle n'attire quelqu'un. Il voit ensuite un collier de soumission autour de son cou et réalise qu'elle est forcée de faire cela contre sa volonté. En utilisant un sort qu'il a lu dans un livre, Rio brise le collier et a soudain un flashback de Haruto voyant une petite fille dans le même bus qui a coûté sa vie. Il s'avère que cette fille s'est réveillée dans le corps de Latifa qui était une jeune esclave de Stuart et de sa famille. Pour la faire se soumettre, il a mis un collier autour de son cou, qui l'étranglerait chaque fois qu'elle refusait de suivre l'un de ses ordres. Une fois qu'elle se réveille, Rio lui dit calmement que si elle se bat à nouveau contre lui, il pourrait devoir lui ôter la vie. Touchée par, Latifa devient immédiatement soumise et accepte d'arrêter. Rio lui montre alors le collier brisé et une fois qu'elle réalise qu'il n'est plus autour de son cou, elle fond en larmes. Après qu'elle a fini, Rio lui demande doucement qui a donné l'ordre, et elle dit hésitamment qu'elle ne connaît pas le nom de son maître. Ce qu'elle sait, c'est le nom de la personne qui la torturait et l'entraînait, et elle lui dit que c'était Stuart. Rio comprend enfin que cette maison a envoyé un assassin après lui pour sauver l'image de leur fils. Alors, il demande sévèrement à Latifa si elle prévoit toujours de l'attaquer. Quand elle dit non, Rio lui dit qu'elle est libre de partir et que son équipement est juste derrière elle. Comme les filles bêtes sont généralement réduites en esclavage dans le royaume, il lui conseille d'aller à l'ouest, vers une terre où les humains et les demi-humains vivent ensemble en harmonie. Avec cela, Rio continue son propre voyage, mais réalise que Latifa le suit. Il demande pourquoi elle est encore là et elle exprime son désir de l'accompagner. Rio dit sévèrement qu'il n'a pas brisé ce collier dans l'intention de la sauver ou de la servir, mais plutôt parce qu'il ne voulait pas lui ôter la vie. Cependant, Latifa, qui a été emprisonnée toute sa vie, ne sait pas où aller ni quoi faire. Même alors, Rio lui rappelle qu'elle a essayé de lui ôter la vie plus tôt et il ne peut pas garantir qu'elle ne le fera pas à nouveau. Latifa est si désespérée qu'elle lui tend le collier, lui demandant de le mettre autour de son cou pour s'assurer qu'elle ne l'attaque plus jamais. La voir dans cet état émeut Rio, alors il accepte de la laisser l'accompagner. Peu après, ils font une pause pour se remplir le ventre, et Rio lui prépare un sandwich au fromage et aux légumes, qu'elle dévore les larmes aux yeux. Elle lui dit qu'elle n'a mangé que de la nourriture pour animaux jusqu'à présent, et Rio la réconforte en lui promettant qu'il ne la traitera pas ainsi. Avec cela, ils poursuivent leur voyage et atteignent la nature sauvage. Une fois que Rio remarque que Latifa est fatiguée, il décide de monter le camp, puisqu'ils ont déjà traversé la frontière. Cette nuit-là, Celia reçoit une lettre de Rio, et après l'avoir lue, elle souhaite qu'où qu'il soit, il soit sain et sauf. Pendant ce temps, Rio décide de préparer des spaghettis pour le dîner, et Latifa s'enthousiasme en les voyant.
Il se demande comment elle sait ce qu'est le spaghetti, mais lorsque Latifa ne parvient pas à donner une réponse adéquate, il soupçonne qu'elle pourrait avoir des souvenirs d'un autre monde, tout comme lui. Cette nuit-là, Latifa commence à marmonner dans son sommeil qu'elle veut retourner à Tokyo, et cela confirme les soupçons de Ryo. Le lendemain, Latifa se réveille avant Ryo et réalise qu'il ressemble beaucoup au garçon qu'elle a vu dans le bus avant qu'il ne s'écrase. En reentendant du chance, quand Ryo se réveille, elle demande si elle peut l'appeler Oni-chan, et Ryo dit que cela ne le dérange pas. Il réfléchit au fait qu'elle était si jeune quand elle est morte et ensuite asservie dans ce monde, alors il se charge de mettre son cœur en paix. Et tout comme ça, le duo continue de traverser pratiquement chaque biome de Minecraft tout en renforçant leur lien chaque jour. Proche de leur destination, ils installent un autre camp dans la forêt, et lorsque Latifa commence à faire à nouveau des cauchemars, Ryo utilise la magie pour le calmer. Quand il remarque quelqu'un à l'extérieur, il quitte la tente pour trouver un loup dehors. Juste à ce moment-là, il est aveuglé par une grenade flash et attaqué par 4 demi-humains. Alors, il utilise sa magie pour se défendre. Les appelant demi-humains, il leur dit qu'il vient en paix et veut parler. Bien qu'il ne fasse pas confiance à son espèce, il décide finalement d'accepter sa proposition puisqu'ils sont plus nombreux. Pendant que les deux, Orphea et Alma, partent pour enquêter sur la zone, Sarah et Uzuma restent pour lui parler. Sarah s'approche de lui et commence par lui dire que c'est raciste de les appeler demi-humains. Alors il s'excuse avant qu'il ne le cancelle sur Twitter. Alors qu'il se présente, Orphea et Alma aperçoivent Latifa dans sa tente et révèlent qu'il a utilisé des arts spirituels pour l'endormir. Sans réfléchir, Uzuma se penche en avant et le renverse, l'accusant d'avoir tripoté l'un des leurs. Alors qu'elle continue d'attaquer, Ryo leur demande pourquoi ils sont si agressifs et Sarah explique qu'il est suspecté d'enlèvement. Il essaie d'expliquer qu'elle est ici par choix, mais Uzuma refuse de lui faire confiance et continue d'attaquer. Finalement, le jeu des nombres entre en jeu et les demi-humains parviennent à le faire tomber. Après avoir activé le mode avion, Ryo se retrouve flottant dans une eau sans fin et la fille esprit d'avant apparaît devant lui. Il lui demande qui elle est, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est liée à Haruto. Après qu'elle ait dit au revoir, Ryo voit alors Miharu devant ses yeux et se réveille en prononçant son nom. Il se retrouve enchaîné sur un lit et Latifa entre immédiatement en courant, lui sautant dessus et pleurant parce qu'elle pensait qu'il était mort. Juste à ce moment-là, les demi-humains d'avant entrent dans la pièce avec un air désolé et ils sont rejoints par une personne plus âgée qui s'excuse auprès de Ryo en leur nom. Quand Latifa dit qu'elle ne les pardonnera pas si facilement, toutes les filles se mettent à genoux pour s'excuser à nouveau. Et Ryo les pardonne parce que ce n'était qu'un simple malentendu. Alors qu'Orphea le détache, la femme plus âgée dit qu'il recevra des excuses formelles des anciens demain et d'ici là, il peut utiliser cette chambre pour se reposer. Le lendemain, Ryo la suit en haut de l'arbre qui abrite toute leur civilisation et elle lui en montre un autre, l'arbre-monde qui abrite l'esprit de Dryas. Elle lui demande ensuite s'il a déjà eu un professeur d'art spirituel, mais il dit qu'il l'a appris sur YouTube. Après cela, elle l'emmène à la réunion du conseil où le plus ancien des demi-humains, Sildoré, l'accueille. La femme qui l'a suivi est Ursula et le clone déprimé de Gandalf est Dominique. Alors que Ryo se lève pour se présenter, Sildora et les autres s'inclinent et présentent des excuses formelles pour les problèmes qu'il a rencontrés plus tôt. Ils veulent aussi lui offrir quelque chose pour montrer leur gratitude, mais comme ils ne savent pas ce qu'il veut, ils lui demandent de faire un vœu. Ryo leur demande calmement de prendre Latifa sous leur protection, et Ursula révèle qu'ils avaient prévu de le faire de toute façon. Comme Latifa est attachée à eux, elle lui demande aussi de rester un peu dans leur village pour qu'elle s'y habitue. Ryo accepte de rester et leur demande même de lui assigner un professeur pour qu'il puisse en apprendre davantage sur les arts spirituels. Juste à ce moment-là, un esprit aux cheveux verts apparaît dans la pièce et Ursula s'adresse à elle en l'appelant Dame Dryas. Dryas prend immédiatement Ryo en affection, remarquant qu'il a un esprit faible à l'intérieur de son corps. Elle lui demande s'il a passé un pacte avec cet esprit et Ryo dit qu'il n'en a aucune idée. Cependant, lorsqu'il apprend que la capacité d'un humain à utiliser la magie est grandement entravée par un pacte, il commence à penser qu'il en a peut-être fait un sans s'en rendre compte. Dryas demande si elle peut jeter un coup d'œil, et quand il dit oui, elle lui prend doucement le visage, ce qui fait sursauter son cornichon. Dryas révèle alors qu'il a un esprit en forme de personne très rare en lui, et ces esprits qui peuvent prendre la forme d'une personne sont parmi les plus puissants. Elle ajoute qu'il y avait autrefois 6 de ces esprits, mais ils ont tous disparu après la guerre du démon divin il y a 1000 ans. Ryo se tourne vers les anciens et demande si cela change quelque chose et ils disent qu'ils pourraient devoir le traiter comme un saint, tout comme ils le font avec Dame Dryas. Après la réunion, Ryo est conduit à sa nouvelle maison dans le village et Latifa lui fait visiter comme si c'était un hôtel 5 étoiles. En mangeant, ils apprennent que la nourriture qu'ils consomment est cultivée dans la région de Yagumo.
Après qu'ils aient fini de manger, Sarah révèle qu'elle, Orphea et Alma ont reçu l'instruction de vivre ici et de le servir. Juste à ce moment-là, Ursula arrive pour demander sa permission, mais il s'inquiète que d'autres n'apprécient pas de les voir vivre avec un humain. Cependant, Ursula pense que si les autres le voient vivre paisiblement avec leur espèce, ils finiront par l'accepter plus rapidement. De plus, si Latifa vit sous le même toit que les autres de son espèce, il lui sera plus facile de rester une fois qu'il prévoit de partir. Rio accepte de les laisser rester et lui demande d'arrêter de l'appeler « Monsieur ». Ils décident donc de l'appeler « Maître » à la place. Ensuite, les filles lui font visiter l'endroit et après une année entière, il devient un membre bien accepté de leur communauté. Pendant ce temps, Race arrive dans un désert avec son subordonné et lui demande de garder une grotte pendant qu'il récupère quelque chose de précieux à l'intérieur. Peu après, Race revient avec un œuf massif et le remet à son subordonné, lui disant que cela aidera à augmenter leur force militaire. Alors qu'ils rentrent chez eux à dos de griffon, Race remarque une horde de wyverns les suivant avec un sourire en coin. Plus tard, tout le monde se rassemble devant l'arbre pour célébrer le premier anniversaire de Rio dans ce village et pour regarder Dame Dryas donner à Rio et Latifa un baiser de bénédiction. Après la cérémonie, le village organise un festin le soir et Rio se retrouve coincé entre les filles. Sarah et Orphea ont trop bu de bière, alors elles commencent à être trop tactiles avec Rio, ce qui rend Latifa jalouse. Peu après, Alma arrive et leur dit de ne pas déranger Rio, mais elles argumentent qu'elles veulent être plus proches de lui. Elles ajoutent que même si Latifa les traite comme une famille, lui, en revanche, ne les a pas encore pleinement acceptées. Réalisant qu'elles se sentent exclues, Rio promet de mieux les traiter, ce qui les rend toutes heureuses. Après qu'elles partent boire encore plus, Ursula apparaît et commente que Latifa semble très heureuse ici. Rio dit qu'il vaut mieux qu'il lui dise maintenant, parce qu'il doit partir bientôt, mais cela pourrait effacer son sourire. À proximité, Race et son subordonné décident de camper et Race décide d'explorer la zone. Avant de partir, il remet à l'homme une pilule rouge et lui demande de l'avaler, disant que cela lui permettra de suivre sa position en cas de problème. Après cela, il s'envole et voit les wyverns les suivre encore, ce qui fait partie de son plan. Pendant ce temps, Rio emmène Latifa se promener et lui demande si elle aime vivre ici. Quand Latifa dit oui, il reste silencieux un moment, puis lui dit qu'il est temps pour lui de quitter le village. Lorsqu'elle l'entend, choquée, il explique que sa destination initiale a toujours été vers l'est. Latifa veut l'accompagner, mais il dit non parce qu'il n'y est jamais allé auparavant, et cela pourrait être trop dangereux. Submergée par l'émotion, Latifa s'enfuit, laissant Rio remettre en question sa décision. Pendant ce temps, Lady Dryas remarque une présence étrange dans la barrière et informe les anciens, qui tiennent rapidement une réunion pour discuter du danger imminent. Alors qu'ils envoient Sarah et les filles en éclaireur, Race retourne à la grotte des wyverns, qui est remplie d'œufs, tandis que les wyverns poursuivent l'œuf manquant qu'il a laissé dans la forêt. Pendant qu'il vole ses œufs un par un, Sarah et son escouade survolent l'étang et voient le subordonné de Race avec un griffon. Avant d'atterrir, Sarah leur demande de ne pas engager le combat, mais le gars coupe immédiatement la corde du griffon et essaie de s'échapper, ne leur laissant pas d'autre choix. Alors que le griffon vole vers le village, ils décident de le poursuivre, mais sont interrompus par des wyverns. Les filles déduisent rapidement que les wyverns sont à la recherche de leur œuf volé, alors Sarah leur ordonne d'arrêter cela avant que le village ne soit endommagé. Pendant ce temps, dès que Race finit de piller la grotte, il avale une autre pilule rouge, ce qui met fin au jeu de son subordonné. Alors qu'il tombe du griffon, l'œuf atterrit dans la forêt, juste à côté de Latifa, pour des raisons de commodité scénaristique. À ce moment-là, l'alpha des wyverns apparaît et suppose qu'elle est celle qui a cassé l'œuf. De retour au village, Rio apprend que la cérémonie est annulée à cause d'une attaque de wyvern. Alors il court immédiatement vers la forêt pour s'assurer que Latifa va bien. Alors que Latifa se fait malmener par la wyvern, Alma arrive rapidement et utilise sa magie pour détourner ses attaques. Lorsqu'elle essaie d'affronter la wyvern de front, elle réalise qu'elle n'est pas assez forte et se cache. Cependant, Latifa apprend que le village est en danger. Alors elle devient un appât pour le wyvern afin de l'éloigner des gens. Peu après, Rio arrive aussi et elle s'excuse de s'être enfuie ainsi. Avec le boss final ici, le combat devient plutôt facile car Rio bat le wyvern à main nue. En dernier recours, le wyvern essaie de lancer une boule de feu vers le village, mais Rio la fait entrer en collision avec sa propre boule de feu et la force à exploser dans la bouche du wyvern, ce qui cause sa mort. Une fois l'alpha tombé, les autres wyverns s'enfuient et Rio est bientôt rejoint par le reste des filles. Alma leur dit que Rio a vaincu le wyvern tout seul, mais l'homme agit comme si c'était un mardi ordinaire pour lui. Sarah révèle alors que les wyverns sont des créatures intelligentes qui ne se battent pas contre quelqu'un qu'elles ne peuvent pas vaincre. Et puisque Rio a abattu leur alpha, elles ont décidé de filer. Le lendemain, Latifa s'excuse pour son comportement de la veille, révélant qu'elle savait déjà qu'il devrait partir un jour.
Elle pense aussi qu'elle est une source de problème pour Ryo. C'est pourquoi il veut partir. Après que Ryo l'ait assuré que ce n'est pas le cas, elle le serre fort dans ses bras et dit qu'elle veut être sa petite sœur pour toujours, même quand ils ne sont pas ensemble. Il lui dit alors qu'il va à Yagumo parce que c'est de là que viennent ses parents et qu'il pourrait y trouver plus de sa famille. Enfin, Latifa décide de lui dire qu'elle est en fait morte une fois auparavant et a été réincarnée dans ce monde. Mais elle est choquée d'apprendre que Ryo est comme elle. Il ne lui avait pas dit avant, mais son état mental n'était pas très stable lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, et aussi parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets sur sa vie précédente. Latifa demande s'il pense encore au Japon, et Ryo admet que oui, mais il a décidé il y a longtemps qu'il oublierait Haruto et vivrait en tant que Ryo dans ce monde. C'est pourquoi il veut visiter Yagumo. Le jour suivant, Ryo décide de quitter le village, et les anciens se rassemblent pour lui faire leurs adieux. Dominique lui offre une épée en mitril et une armure robuste en cadeau d'adieu. Et Ursula lui fournit des médicaments elfes, tandis que les hommes bêtes lui donnent beaucoup de nourriture et de boissons. Ryo réalise que c'est un peu trop pour lui apporter, alors Soldat lui accorde une cage spatio-temporelle, un objet magique qui fonctionne comme un inventaire de jeux vidéo. Après avoir dit au revoir, Ryo s'envole finalement, laissant Latifa en larmes. De retour dans le laboratoire de Celia, elle réalise qu'elle n'a reçu aucune lettre de Ryo et se demande s'il va bien. À son insu, Ryo est déjà arrivé à Yagumo. 2 semaines plus tard, Ryo cherche toujours des indices concernant ses parents, et même s'il n'a pas eu de chance jusqu'à présent, il sait qu'il est d'ici parce que tout le monde ici a les cheveux noirs. Peu après, Ryo trouve 2 Shodi, Sayo et Ruri, travaillant dans les champs et leur demande de l'emmener chez le chef du village. Ruri révèle que sa grand-mère est la chef, alors elle l'emmène immédiatement chez elle. Une fois là-bas, Ryo se présente et révèle qu'il a voyagé à travers de nombreux pays pour arriver ici. La vieille femme se présente comme Yuba et demande pourquoi il est ici, et il dit qu'il est venu chercher quelqu'un qui vivait autrefois ici. Yuba l'invite à entrer et il lui dit que ses parents vivaient ici il y a environ 15 ans. Ryo dit alors leurs noms, Zen et Aya, mais avant qu'ils ne puissent continuer, Yuba renvoie les filles parce qu'elle ne veut pas qu'elles se mêlent des affaires familiales de Ryo. Ensuite, il révèle que son père est mort avant même qu'il ne puisse le connaître, donc il a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'elle meure aussi. Ryo dit qu'il voulait venir ici pour pouvoir faire des tombes pour ses parents et les honorer avec un mémorial approprié. Yuba lâche alors la bombe qu'elle est la mère de Zen, ce qui signifie qu'elle est la grand-mère de Ryo. Elle révèle ensuite qu'elle a déjà fait des tombes pour ses 2 parents et l'y emmène pour qu'ils puissent leur rendre hommage. Elle révèle aussi que ses parents ont dû quitter Yagumo pour une raison urgente, et ceux qui savaient qu'ils ne reviendraient jamais ont fait des tombes pour se souvenir d'eux. Ryo demande si elle est à l'aise de partager leurs raisons, mais Yuba lui dit qu'elle le fera quand le moment sera venu. Elle lui demande ensuite de vivre avec elle, lui rappelant qu'il est son petit-fils et qu'elle veut veiller sur lui. Elle révèle ensuite qu'elle vit avec Ruri, qui est la fille du frère aîné de Zen, ce qui fait d'elle la cousine de Ryo. Elle lui demande alors de rester avec elles à nouveau, et promet qu'elle ne parlera à personne de ses parents, du moins pour l'instant. Après le départ de Yuba, Ryo reste un moment avant de les rejoindre, elle et Ruri, pour le dîner. Le lendemain, Ryo se réveille tôt pour leur préparer le petit déjeuner, mais est distrait lorsque Ruri apparaît habillée comme une Twitch Tot. Cependant, une fois qu'elle réalise qu'ils ont un invité, elle panique et retourne dans sa chambre pour se changer. Plus tard, Ryo décide de préparer de la soupe miso pour tout le monde. Et pendant le processus, il apprend que Yuba et Ruri savent utiliser les arts spirituels. Il les surprend ensuite en faisant bouillir de l'eau avec son propre art spirituel, ce que même Yuba ne peut pas faire. Peu après, les amis de Ruri, Shin et Sayo arrivent. Et après les présentations, ils se plongent dans la délicieuse soupe miso que Ryo a préparée. Après qu'ils aient terminé, Yuba demande à Shin d'emmener Ryo chez Dola parce qu'il pourrait vouloir devenir chasseur. Shin s'inquiète que Ryo ne soit pas adapté à un emploi parce qu'il est bâti comme un homme petit et mince. Mais Yuba l'assure qu'il est plus capable qu'il n'en a l'air. Pour tester ses compétences, Shin accepte de l'emmener. Mais après son départ, Ruri remarque que Sayo commence à avoir le béguin pour lui. Pendant ce temps, les garçons rencontrent Dola pour chasser et Ryo surpasse Shin de loin, à sa grande frustration. Sur le chemin du retour, Ryo réalise qu'il s'est sali en chassant, alors il sort littéralement un bain de source chaude de nulle part. Après s'être détendu dans l'eau chaude, il sort du bain pour trouver Ruri et Sayo à l'extérieur, qui sont étonnés de voir tout ce qu'il peut faire avec ses arts spirituels. À ce moment-là, Ruri sent quelque chose de frais sur Ryo et pousse même Sayo contre lui pour qu'elle puisse aussi le sentir. Ryo révèle que c'est l'odeur du savon, ce qui les étonne encore plus. Quand Shin et ses amis arrivent, elle leur dit que Ryo a fait un bain en utilisant les arts spirituels, mais Shin l'ignore car il le surpasse déjà dans tout. Ruri le gronde pour son impolitesse, et même sa propre sœur, Sayo, n'aime pas la façon dont il traite Ryo, ce qui le frustre encore plus. Au fil des jours, Ryo devient un régal pour les yeux des dames en aidant dans les fermes, et Sayo développe un béguin pour lui.
Après une récolte abondante, Yuba lui dit qu'ils vont vendre leur riz supplémentaire à la capitale royale et elle veut qu'ils protègent leur équipe de transport. Pendant ce temps, chez Yuba, Shin et ses amis se disputent avec un homme nommé Gon, qui a envahi leur maison sans permission. Quand Gon essaie de draguer Sayo et Ruri dans les bains, Shin se prépare à le combattre. Mais Ruri lui dit de ne pas le faire car Gon est le fils du chef du village voisin. Elle demande alors à Gon pourquoi il est ici et il explique qu'il doit passer la nuit chez elle parce que sa charrette est cassée et que cela prendra du temps pour la réparer. Quand elle lui dit d'aller à la maison d'hôte, Gon lui dit qu'il va de toute façon battre son mari, donc ça ne changera pas grand-chose s'il lui prend sa virginité tôt. En entendant cela, Shin perd son sang-froid et attaque Gon, mais l'homme bloque facilement et commence à l'étrangler. Juste à ce moment-là, Yuba arrive et ordonne à Gon de lâcher Shin. Ensuite, elle réprimande Gon pour être allé trop loin et lui dit d'utiliser la maison d'hôte à la périphérie du village pour la nuit. Alors que Gon et ses hommes s'éloignent tranquillement, ils croisent le regard de Ryo. Gon essaie de donner un coup de pied à la jambe de Ryo, mais finit par trébucher, alors il s'éloigne, embarrassé. Après son départ, Yuba demande à tout le monde de rentrer chez eux et il leur interdit de sortir jusqu'à ce que Gon et ses hommes partent. Cette nuit-là, Ryo donne aux filles un amulette protectrice rouge et leur demande de la placer quelque part dans la pièce. Pendant ce temps, Gon et ses hommes se reposent dans leur maison d'hôte et ils préparent certainement quelque chose de sinistre. Le jour suivant, un inspecteur des impôts, Hayate, arrive au village et Yuba et Ryo l'accueillent dans la maison, lui offrant un bon repas. Ce soir-là, Ryo s'entraîne à l'épée dehors lorsqu'il remarque que les filles l'observent en secret. Lorsqu'elles le rejoignent, elles lui demandent pourquoi il pratique les arts martiaux, ce qui le ramène à un souvenir de Haruto promettant de protéger Maharu quand il était jeune. Il leur dit qu'il avait un béguin quand il était jeune et qu'il a appris les arts martiaux pour la protéger, mais qu'ils ne sont plus en contact et qu'elle s'est trouvée un autre amoureux. Cette nuit-là, pendant que les filles dorment, Gon se faufile dans leur chambre, mais la pilule rouge que Ryo leur a donnée commence à briller. Avant que Gon ne puisse poignarder Ruri avec sa saucisse, Ryo arrive et le prend sur le fait. Le voir dans cet état lui rappelle l'homme qui a tué sa mère. Alors Ryo laisse tomber toutes les politesses et le bat à plat de couture. Heureusement, Hayate et ses hommes arrivent à temps pour l'empêcher de mettre fin à Gon. Pendant que Sage soigne Gon, il dit à ses hommes de prévenir le royaume pour que Gon soit puni correctement pour ses crimes. Pendant ce temps, Ryo part prendre l'air, réfléchissant au fait qu'il a failli ôter la vie à quelqu'un, ce qui le rend semblable à la personne qui a tué sa mère. Le lendemain, Hayate informe les filles que Gon a été mis en détention et elle remercie Ryo de les avoir sauvés. Cependant, Ryo pense qu'il leur a causé beaucoup de problèmes et s'excuse. Et Yuba commente vaguement qu'il est comme quelqu'un qu'elle a connu autrefois, ce qui éveille la curiosité de Ruri. Quelques jours plus tard, alors que le village est prêt à transporter du riz, Yuba remercie Hayate non seulement d'avoir emmené Gon en prison, mais aussi d'avoir protégé leur transport. Hayate lui dit de ne pas le mentionner, car il est le serviteur du royaume et c'est son devoir. Elle lui remet ensuite une lettre et lui demande de la donner à son père, Lord Guki. Hayate promet de la livrer une fois de retour à la capitale. Le transport part avec l'équipage de Hayate, mais une fois qu'ils se séparent, Ryo, Shin et Sayo sont chargés de le protéger. Plusieurs jours plus tard, ils arrivent à la capitale royale de Karasuki et s'enregistrent dans un hôtel. Après s'être installé, Dola demande à Ryo et Shin de l'accompagner et ensemble, ils s'assurent que Gon et son groupe arrivent tôt à la nouvelle prison d'Oak. Cependant, Shin n'est pas content car il veut casser les noix de coco de Gon avec un marteau. Plus tard, ils se rendent à un shokudo où Dola les régale de kanyutan. Ensuite, Shin abandonne enfin son attitude de dur et remercie Ryo d'avoir sauvé sa sœur, mais il lui dit de ne pas le mentionner. Le lendemain, Ryo et Sayo se rendent au marché pour acheter des choses, et sur le chemin du retour, il lui demande si elle aimerait prendre du camutan. Il lui dit aussi que Shin voulait en acheter pour elle afin qu'elle puisse en manger et en préparer pour lui à la maison. Peu après, ils s'arrêtent à un stand de bijoux où la dame demande à Ryo d'acheter quelque chose pour sa jolie petite amie. Sayo leur dit rapidement qu'ils ne sont pas ensemble, mais Ryo lui suggère de prendre quelque chose pour elle. Bien qu'hésitante au début, Sayo parcourt le stock et trouve une jolie barrette. Elle l'essaie et l'adore absolument, mais quand elle apprend que c'est un article cher, elle dit à Ryo de ne pas l'acheter. Cependant, Ryo est un séducteur certifié et l'achète pour elle quand même. Alors qu'ils reviennent, il remarque du chaos dans la foule et voit un homme essayer d'enlever une fille nommée Kamomo. Il intervient rapidement et sauve la fille, la remettant à son garde. Quand d'autres gardes arrivent sur les lieux, Ryo attrape la main de Sayo, lui disant qu'il est temps de filer. Plus tard, Lord Guki informe Hayate que quelqu'un a essayé d'enlever Kamomo et qu'elle a été sauvée par un jeune homme courageux. Hayate demande qui est cet homme, mais Lord Guki lui dit que le garçon a disparu avant l'arrivée de la garde. Il lui remet ensuite la lettre que Lady Yuba lui a confiée et l'informe qu'elle est de la plus haute importance.
En lisant la lettre, Lord Gookie est bouleversé et demande à Hayate s'il a rencontré quelqu'un nommé Ryo. Pendant ce temps, Ryo et Sayo reviennent avec les provisions, et Sayo dit à Shin qu'elle a enfin essayé le Kamutan, donc elle fera de son mieux pour le recréer une fois rentrée chez eux. Lorsqu'on lui demande à propos de l'épingle à cheveux, Sayo commence à rougir, ce qui fait comprendre à tout le monde qu'elle va se faire draguer ce soir. Juste à ce moment-là, Hayate apparaît à la porte et ils tiennent une réunion avec son père, Lord Gookie, et sa femme, Kyoko. Ils révèlent qu'ils étaient tous deux des serviteurs de sa mère, Ima, et qu'elle était en fait de la famille royale de Karazuki, ce qui choque Ryo. Il y a 20 ans, le royaume de Karasuki était en guerre avec le royaume de Rokuon, et le père de Ryo, Zen, s'est porté volontaire pour être soldat. Il avait un don naturel pour les arts spirituels et les arts martiaux, et grâce à ses compétences, il a été promu au rang de noble guerrier. À cette époque, Lord Gookie a mis ses compétences à l'épreuve, et après avoir réalisé qu'il était vraiment talentueux, il a recommandé que Zen devienne un garde de la famille royale. Il a été assigné comme garde personnel d'Ima, et peu après, elle a commencé à l'apprécier. Une réunion de trêve a été tenue pour mettre fin à la guerre, mais le prince venu comme ambassadeur a commencé à s'intéresser à Ima. Cette nuit-là, il a envoyé ses hommes pour l'enlever pendant son sommeil, mais Zen était là pour la protéger et a battu ses hommes. Furieux, le prince exigea qu'ils exécutent Zen et fassent d'Ima sa femme, sinon il annulerait la trêve. C'est pourquoi, avec le soutien de son père, Ima prit la décision de s'enfuir avec Zen. Lord Gookie ajoute qu'il n'avait pas entendu parler d'eux pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il lise une lettre de Lady Yuba. Il est certain que Ryo est le fils d'Ima, alors il lui demande de les rejoindre au château, pour que le roi et la reine puissent rencontrer leur petit-fils. Le lendemain, Ryo rencontre enfin le roi Omura et la reine Shizuku, et ils lui disent de laisser tomber les formalités. Une fois assis, Shizuku demande des nouvelles de ses parents, et il leur dit avec audace qu'ils sont morts depuis longtemps. Omura demande des détails. Alors Ryo leur dit que son père est mort avant qu'il ne le connaisse et qu'il a vécu heureux avec sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis elle est morte aussi et il est seul depuis. Il dit que la cause de sa mort est brutale, mais ils insistent pour qu'il leur dise comment cela s'est passé. Il finit par révéler qu'elle a été assassinée devant lui par un homme nommé Lucius, qui travaillait autrefois aux côtés de son père en tant qu'aventurier. Un jour, alors qu'Ima était sorti, Lucius est entré dans leur maison et l'a forcé à boire un liquide étrange. Quand Ima est revenu, Ryo était à moitié inconscient et Lucius lui a ôté la vie devant lui. Après sa mort, Ryo a été abandonné dans les bas-fonds. Il a donc vécu comme un orphelin pendant les 2 années suivantes. Puis un jour, il a sauvé une princesse et a été autorisé à fréquenter une prestigieuse académie de magie en récompense. Même s'il était traité durement là-bas, il a trouvé quelqu'un qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Après 5 ans à l'académie, il s'est lancé dans un voyage pour retourner dans son pays natal afin de tenir la promesse qu'il avait faite à sa mère. Ses grands-parents ont l'impression que leur fille les détestait, donc ils sont soulagés d'apprendre qu'elle les considère toujours comme sa famille. Omori demande alors à Ryo à propos de l'homme qui a assassiné Ima, et il dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Il dit que la vengeance est la seule chose qui le motive. Et même si Omura comprend, il lui demande de faire attention, car la vengeance mène souvent au malheur. Après cela, Omura lui demande d'avoir un duel avec Lord Gookie, car il est le guerrier le plus fort du royaume. Sa raison est que Lucius pourrait aussi avoir mis fin à Zen. Donc, s'il cherche à le combattre, il doit être assez fort pour au moins tenir tête à Lord Gookie. Alors qu'il se dirige vers le terrain d'entraînement, il rencontre Komomo et sa garde, qui les informent que c'est Ryo qui les a sauvés plus tôt. Au début du duel, Ryo impressionne Gookie par sa vitesse et son habileté impressionnante, ce qui le pousse à utiliser son attaque la plus puissante. Cependant, cela le fait baisser sa garde, et Ryo utilise cette fraction de seconde pour renverser la situation. À la surprise générale, Ryo finit par vaincre Gookie. Avec cela, il se prépare à venger ses parents, prêt à accepter la laide vérité de ce monde. Cette nuit-là, Ryo dit à Ruri qu'il est son cousin germain et le prince de ce royaume, et Yuba confirme son affirmation. Au début, Ruri pense qu'il se moque de lui, mais Yuba lui assure que Ryo dit la vérité. Elle se met immédiatement à genoux pour s'incliner devant lui, mais Ryo lui dit de ne pas le traiter comme un membre de la royauté. Ruri accepte à condition qu'il arrête de l'appeler mademoiselle et utilise plutôt son prénom, et Ryo accepte cela. Il révèle ensuite qu'il prévoit de quitter le village l'année prochaine, ce qui rend Ruri triste. Elle se demande s'il reviendra la voir, et Ryo répond qu'il le ferait si c'est permis, bien que sa formalité l'irrite. Le lendemain, Ryo retrouve les autres, et il remarque qu'il s'adresse à Ruri de manière informelle. Quand on lui demande pourquoi, Ruri dit qu'ils vivent dans la même maison. Alors elle lui a demandé d'être à l'aise avec elle. Au fil des jours, Ryo devient un membre important de la communauté et aide même à installer des turbines à eau pour le village. Pendant la prochaine saison de plantation, il enseigne une nouvelle méthode pour planter les cultures et remarque que Sayo est à la traîne. Lorsqu'il va l'aider, il lui dit qu'il veut superviser tout le monde dans le village une fois qu'il sera parti, et cela la prend au dépourvu, car elle ne savait pas qu'il partait. Elle demande s'il viendra régulièrement, mais Ryo dit que ce ne sera pas possible car il veut voyager à travers le pays.
Il dit aussi qu'il n'en a parlé à personne, mais comme elle est une amie proche de Ruri, il voulait l'informer à l'avance. En entendant cela, Sayo commence à pleurer, mais elle essuie rapidement ses larmes avant que Ryo ne puisse s'en apercevoir. Peu après, Ruri la rejoint, et elle fait comme si tout allait bien en travaillant, bien qu'il soit évident que cela l'a profondément blessée. Ce soir-là, Shin rentre chez lui et la trouve en train de pleurer et lui demande ce qui ne va pas. Sayo prétend à nouveau que tout va bien, mais Shin devine que Ryo a dû faire quelque chose et décide de lui régler son compte. Cependant, Sayo l'arrête, disant qu'elle est triste parce que Ryo quitte le village. Alors Shin décide d'avoir une discussion avec lui. En arrivant chez Yuba, Shin s'incline et supplie Ryo de rester au village, ce qui le choque. Sayo le rejoint bientôt et s'excuse pour les ennuis que Shin a causés avant de l'entraîner loin. Au fil des jours, Sayo met tout son cœur à s'entraîner aux arts spirituels, à son corps et à ses compétences à l'épée. Pendant ce temps, les récoltes sont enfin terminées et le village organise un festival comme d'habitude pour le célébrer. Pendant le festival, Guki défie quiconque de le battre à la lutte tandis que sa femme, Kyoko, aide avec d'autres tâches. Alors que Ryo la remercie pour son aide, Sayo apparaît et demande si elle peut avoir un moment seul avec lui. Elle l'emmène dans les bois et Ryo remarque qu'il porte toujours la barrette qu'il lui a offerte l'année dernière. Sayo finit par admettre qu'elle est amoureuse de lui, et même s'il est surpris, il s'excuse car il ne peut pas retourner ses sentiments. Lorsqu'il dit qu'une partie de la raison est qu'il quitte le village, elle lui dit rapidement de l'emmener avec lui, révélant qu'elle a travaillé très dur pour ne pas le ralentir. Elle le supplie de l'emmener, mais Ryo refuse calmement, disant qu'il ne peut pas retourner ses sentiments. Même alors, elle dit qu'elle se fiche qu'il l'aime en retour ou non. Tout ce qu'elle veut, c'est rester à ses côtés. Malgré cela, Ryo lui dit non et s'éloigne, remarquant que Shin l'a observé tout ce temps. Après, il part, laissant Sayo en larmes. Shin arrive pour la réconforter, suivie de Lord Guki, qui lui demande si elle aime Ryo au point de renoncer au village où elle a grandi. Sayo dit oui, alors il décide de l'entraîner pour qu'elle devienne plus forte. Quelques jours plus tard, le moment pour Ryo de partir arrive enfin et il remercie Yuba et Ruri pour tout avant de se lancer dans son voyage. En chemin, il rencontre Sayo qui l'attend à l'entrée du village. Elle lui souhaite bonne chance pour son voyage et promet de faire de son mieux et ils se disent adieu avant de se séparer. Peu après, il arrive dans le village des hommes bêtes pour rencontrer Latifa et elle l'accueille avec un grand câlin. Alors qu'il festoie avec les anciens, il leur parle de Yuba et Ruri et du fait qu'ils veulent rencontrer Latifa. Il révèle également qu'il prévoit de rester seulement quelques mois cette fois-ci, mais il promet à Latifa qu'il reviendra plus tôt cette fois. Lorsque les anciens demandent s'il a besoin de quelque chose pour le voyage, il révèle qu'il pensait à avoir une maison portable dans le cache spatio-temporel. Il décide de laisser la construction de la maison à Dominique et lui conseille de passer du temps avec Latifa et les autres en attendant. Ce soir-là, il rentre chez lui et remarque que tout le monde a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'il les a vus. Voir les filles s'amuser lui donne l'impression d'être enfin chez lui, du moins pour l'instant. Quelques jours plus tard, les filles se réveillent au cri de Ryo et se précipitent dans sa chambre pour le trouver paniqué avec une fille aux cheveux roses dans ses bras. Les filles supposent qu'il a mangé un cookie la nuit dernière, mais il leur assure que c'est un malentendu et qu'il ne sait même pas qui est cette fille. Après quelques échanges, la fille se réveille enfin et révèle qu'elle est l'esprit qui a formé un pacte avec lui. Ryo se souvient alors que Dryas lui a dit qu'il avait un esprit en lui et fait le lien. Cependant, il ne se souvient pas d'avoir formé un pacte avec elle et réalise qu'elle est la même fille qui est apparue lorsqu'il a été attaqué dans les bas-fonds. Quand il lui pose ces questions, elle lui dit tristement qu'elle ne sait pas. Quand il demande aux filles, elles disent qu'elles n'ont jamais vu un esprit en forme humaine auparavant, donc elles n'ont aucune idée de comment cela fonctionne. Il lui demande alors son nom, mais elle dit qu'elle n'en a pas et aimerait qu'il lui en donne un. La fille lui demande pourquoi elle l'appelle Haruto depuis tout ce temps, et Ryo promet d'expliquer plus tard. Il commence ensuite à parler à l'esprit, apprenant qu'ils ont la capacité de communiquer par télépathie. Elle demande s'il veut qu'elle l'appelle Ryo, mais elle dit qu'il est d'accord avec Haruto aussi. Quant à lui donner un nom, Ryo dit qu'il a besoin de temps parce que tout cela s'est passé trop vite et que son cerveau fonctionne à peine. Les filles suggèrent alors de parler aux anciens parce que Dame Dryas est aussi un esprit en forme humaine et pourrait avoir des conseils pour eux. Ryo demande à l'esprit de les accompagner et elle se lève tranquillement, exposant tout son stock avant de générer une nouvelle robe avec du mana. Voir sa beauté rappelle à Ryo Muharu avec des cheveux comme des fleurs de printemps chaudes, alors il décide de la nommer Aisha. Sarah révèle que cela signifie printemps chaud, et Ryo ajoute qu'il a pensé la même chose en la regardant. Peu après, ils emmènent Aisha chez les anciens, qui ne parviennent pas à comprendre pourquoi elle a perdu la mémoire à son réveil. Juste à ce moment-là, Lady Dryas apparaît et se présente à Aisha, après avoir parlé avec elle. Même Dryas ne peut pas comprendre pourquoi elle ne se souvient de rien, et quand elle lui demande ce qu'elle sait, Aisha dit qu'elle ne connaît que Haruto.
Ryo explique ensuite que Haruto est le pseudonyme qu'il a utilisé dans la région de Stral parce qu'il y est recherché, cachant délibérément le fait que Haruto est la personne qu'il était autrefois. Dryas demande alors à Aishia avec quel élément elle est le plus à l'aise et elle répond tous, ce qui choque tout le monde. Pour tester ses pouvoirs, il l'emmène dehors pour un duel avec Ryo, et les deux offrent un spectacle à tout le monde. Ils s'engagent dans des combats d'arts martiaux et d'arts spirituels, au point que Ryo doit se donner à fond contre elle. Quand les choses commencent à devenir un peu trop intenses, Lady Dryas interrompt le match avant qu'il ne transforme tout le village en cratère. Ils reconnaissent tous qu'Aishia est vraiment forte, mais comme elle n'est toujours pas stable, Dryas se charge de l'entraîner. Pendant les semaines suivantes, Aishia s'entraîne aux arts spirituels tout en apprenant de plus en plus sur le monde dans lequel elle se trouve. Peu après, Dominique emmène Ryo à la maison portable qu'il a fabriquée et lui demande de poser une fondation avant de l'utiliser. Ryo le remercie pour son aide et lui dit d'informer les autres anciens qu'il partira demain. Alors que tout le monde part pour lui préparer le dîner, Sarah reste en arrière et lui conseille de parler à Latifa car elle ne va pas prendre cela à la légère. Cette nuit-là, en se relaxant dans le bain, il réalise qu'il a été très égoïste depuis qu'Aishia s'est réveillée et qu'il n'a pas pris de temps pour Latifa. Juste à ce moment-là, Latifa entre dans le bain et demande si elle peut lui laver le dos. Et quand il dit non, elle est assez contrariée. Finalement, Ryo accepte de la laisser faire ce qu'elle veut et les deux profitent de ce moment pour se rapprocher. Elle lui dit que dans sa vie précédente, elle s'appelait Suzune, et elle lui dit cela parce qu'elle veut savoir quel était son nom à l'époque. Ryo lui dit qu'il s'appelait Haruto au Japon, mais qu'il a raconté une autre histoire à tout le monde. Latifa révèle alors qu'elle prenait le même bus pour aller à l'école tous les jours, et qu'il y avait un garçon plus âgé qui s'asseyait en face de lui quotidiennement. Ryo réalise qu'elle était là quand l'accident s'est produit et s'excuse d'avoir été un frère terrible. Mais Latifa le serre dans ses bras et lui demande de rentrer bientôt. Le lendemain, avant de partir, Ryo reçoit des cristaux de téléportation des anciens pour qu'il puisse revenir quand il le souhaite. Il reçoit également une épingle d'oreille qui lui permet de changer la couleur de ses cheveux pour se déguiser dans la région de Stral. Après avoir dit au revoir, Ryo emmène Aishia avec lui. Et en chemin, il explique qu'ils y vont pour rencontrer Celia. Pendant ce temps, Celia tient précieusement la seule lettre qu'elle ait jamais reçue de Ryo lorsque Charles arrive et commence à flirter avec elle. Celia supporte ses bêtises jusqu'à ce qu'un messager arrive et lui demande de s'occuper de ses devoirs. Peu après, Ryo et Aishia arrivent dans la région de Stral, et Ryo utilise l'épingle d'oreille pour changer la couleur de ses cheveux. Il se rend dans une boulangerie pour acheter des douceurs, où il apprend qu'il y a foule parce qu'il y aura un mariage royal demain. Cette nuit-là, Ryo s'introduit dans l'académie avec Aishia, qui utilise sa forme spirituelle pour l'y faire entrer. Arrivé devant la chambre de Celia, Ryo trouve le laboratoire complètement vidé et décide de vérifier les autres pièces. Utilisant la magie d'Aishia, il interroge un autre chercheur sur l'endroit où se trouve Celia pour apprendre qu'elle est au palais royal parce qu'elle se marie demain. Pour aggraver les choses, elle va se marier avec Charles, le même idiot qui a torturé Ryo il y a toutes ces années. L'homme révèle également que les choses ont mal tourné lors de la récente guerre et qu'ils ont à peine réussi à tenir des négociations de paix avec l'ennemi. Cependant, pour maintenir l'unité pendant cette période de paix, la famille royale a décidé d'un mariage politique entre Celia et Charles. Il leur dit aussi que l'ancien duc, Philippe, a fui le royaume avec sa famille et que les tensions sont à leur comble entre les nobles. Après avoir endormi l'homme, Ryo quitte le laboratoire et dit à Aishia qu'il doit voir Celia en personne avant le mariage. Aishia veut l'aider, alors elle décide d'utiliser sa forme spirituelle pour trouver un passage sûr à l'intérieur du palais royal. Ce soir-là, Celia dîne avec son père, Roland et Charles, qui révèlent qu'ils prévoient d'organiser une grande cérémonie pour que tout le monde puisse voir que leurs maisons sont alignées. Alors que les hommes discutent d'autres sujets triviaux concernant le mariage, Celia reste assise là en silence, avec un sourire doux mais faux sur le visage. Charles discute également des rumeurs selon lesquelles certains nobles, y compris Roland, auraient été en contact avec l'ancien duc. Mais Roland lui dit sévèrement qu'il est loyal au royaume et que ce sont de fausses accusations. Malgré cela, Charles continue de lui parler d'un ton condescendant et Roland reste silencieux car il ne veut pas qu'une guerre civile éclate. Pendant ce temps, alors que Ryo attend à l'extérieur du palais, Aishia lui transmet un itinéraire sûr par télépathie. Dans sa chambre, Celia se prépare mentalement à épouser Charles et à devenir sa propriété. Et elle s'accroche à la lettre que Ryo lui a envoyée il y a des années pour se réconforter. Même après toutes ces années, elle continue de gifler son chaton chaque nuit en pensant à lui, alors elle décide de brûler sa lettre. Juste à ce moment-là, Ryo se faufile dans sa chambre, ce qui la surprend d'abord. Mais une fois qu'elle le reconnaît, elle se précipite dans ses bras. Elle mentionne qu'il a beaucoup grandi, mais Ryo dit en plaisantant qu'elle est toujours une menace à quatre pattes, ce qui l'agace. Celia est toute excitée d'entendre ces histoires des 4 dernières années, alors elle lui prépare immédiatement du thé comme elle le faisait quand ils étaient à l'académie. Ryo sait qu'elle essaie de cacher sa douleur, alors il lui demande directement si elle va épouser Charles.
Celia garde un sourire sur son visage et dit oui, alors Rio lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut. Celia lui donne une réponse politique, lui disant qu'elle a consenti à ce mariage. Mais Rio n'est toujours pas satisfait et demande si elle le fait pour le bien de sa famille. Celia choisit de continuer à jouer la comédie, disant qu'elle est prête à se marier et que Charles est un homme gentil et chevaleresque. Quand Rio la regarde, tout confus, elle se frustre et demande s'il va l'épouser à la place. Cependant, elle reprend rapidement le contrôle de ses émotions et lui dit qu'elle plaisantait. Puis, tout à coup, elle lui dit qu'il devrait partir et lui demande même de ne pas assister à la cérémonie demain car ce serait trop embarrassant pour elle. Rio reste là sans dire un mot. Alors, elle le pousse dehors et lui donne 20 secondes pour partir. Une fois qu'il est parti, Celia le remercie dans son cœur d'être venu la voir à nouveau et s'excuse aussi de l'avoir chassé car elle ne peut pas le laisser s'emmêler dans tout ça. Dehors, Rio dit à Aisha qu'il n'a pas pu découvrir les véritables sentiments de Celia, mais il sait qu'elle ne veut pas de ce mariage, même quand elle le dit. Aisha lui dit de faire quelque chose à ce sujet, et quoi qu'il fasse, elle promet d'être à ses côtés. Le lendemain, Race arrive au royaume et est accueilli par Charles lui-même, qui lui demande de rester un moment. Bress lui rappelle que même en temps de paix, ils sont de camps opposés et que cela causera des problèmes s'ils sont trop amicaux. Alors que les deux bavardent, Race sent soudainement un esprit à proximité et se met en alerte. Pendant ce temps, alors que Celia s'habille, Charles arrive et lui présente ses 6 autres épouses, ce qui la laisse sous le choc. La première, Thanasia, explique à Celia que même si elle vient d'une famille noble, elle est la dernière parmi elles et sera traitée comme telle une fois qu'elle épousera Charles. À ce moment-là, Celia apprend que Christina est là pour la voir, alors Celia demande calmement aux autres épouses de continuer cela plus tard. Après l'arrivée de Christina, elle exige que les autres épouses de Charles les laissent pour qu'elle puisse avoir un moment privé avec son ancienne amie. Après avoir échangé des politesses, Christina s'excuse auprès de Celia car elle sait que ce mariage est organisé pour couvrir le désordre laissé par son père lorsqu'il a fui le royaume. Celia lui dit qu'elle épouse Charles parce qu'elle le veut, mais Christina n'y croit pas parce que Celia a perdu son sourire. Elle dit qu'elle l'admirait quand elle était étudiante, donc si elle peut faire quoi que ce soit pour aider, tout ce que Celia a à faire, c'est de demander. Saria ignore sa demande, lui souhaitant bonne chance pour résoudre ses problèmes familiaux. Peu après, la cérémonie de mariage commence officiellement et les gens commencent à appeler Celia la mariée d'argent en raison de ses cheveux argentés. Charles profite de cette occasion pour faire savoir à Celia qu'il va explorer ses chambres secrètes ce soir. Alors que leur carrosse se dirige vers le palais, Celia entend soudain la voix d'Aisha lui dire de regarder à droite. Une fois qu'elle le fait, elle aperçoit Rio déguisé et commence à sangloter. Quand Charles lui demande pourquoi elle pleure, elle lui dit qu'elle est juste submergée et se ressaisit rapidement. Alors que le carrosse s'arrête, Charles se lève et tend la main. Mais avant que Celia puisse la prendre, elle voit Rio courir vers elle. Alors que les gardes l'entourent, Rio commence à les renverser comme des dominos jusqu'à ce qu'il soit face à la dernière ligne de défense entre lui et Celia. Charles est convaincu que ses élites le neutraliseront facilement, mais Rio les dépasse sans effort et lui donne un coup de poing dans le ventre. Alors que Charles tombe à genoux, Rio tient soudainement un couteau à la gorge de Celia, ce qui plonge tout le monde dans la panique. Utilisant la télépathie, il explique à Celia que tout cela fait partie de son plan et qu'elle doit simplement rester silencieuse un moment. Il lui demande ensuite à nouveau si c'est vraiment ce qu'elle veut, et Celia continue de jouer son rôle. Rio demande alors si elle a été forcée dans ce mariage, et sa réaction en dit long. Il dit qu'il peut tout arrêter si elle le demande, et même s'il sait qu'il est insensé, elle compte trop pour lui. C'est pourquoi il ne peut pas la laisser partir sans tout essayer. Il demande une dernière fois, et Celia dit que si elle met ses sentiments en avant, cela causera des problèmes à sa famille, ce qu'elle ne veut pas. Rio dit qu'il est parfois acceptable d'être égoïste, et que si elle était vraiment partante pour ce mariage, elle ne fixerait pas le vide comme si elle attendait quelque chose. Après réflexion, Celia dit à Rio de l'emmener, et le gars traverse la foule en la portant dans ses bras. Après avoir sauté par-dessus les fantassins, il utilise les arts spirituels pour dévier les mages, et Race commence à soupçonner que ce gars pourrait être le même Rio d'il y a 4 ans. Pour tester sa force, Race lance une boule de magie noire sur lui et Rio parvient à la dévier, ce qui impressionne Race. Alors que Rio continue d'avancer, le chef de la sécurité, Alfred, déploie des troupes aériennes à sa poursuite et laisse Vanessa aux commandes pendant qu'il part avec les troupes au sol. Pendant ce temps, Rio court sur les toits pour éviter les unités de Griffon, mais quand il réalise qu'elles sont plus rapides qu'il ne le pensait, il confie Celia à Aisha pour pouvoir les semer facilement. Après l'avoir vu les mains vides, les troupes aériennes commencent à tirer sur lui, mais il esquive habilement toutes leurs attaques. Après avoir brièvement affronté les troupes au sol, il décide de continuer, mais est arrêté par Alfred, qui le défie en duel. Alors que les deux commencent, Alfred s'avère être l'adversaire le plus fort que Rio ait affronté jusqu'à présent, et le combat s'avère encore plus difficile, car Rio refuse de le blesser.
Cependant, Alfred croit qu'il est sous-estimé et décide d'utiliser toute sa force. Avec une grande attaque, Alfred provoque une énorme explosion qui apparemment anéantit Rio, mais en réalité, il a utilisé le coup comme couverture pour s'échapper. Pendant ce temps, Celia est sur une falaise à proximité avec Aishia, et alors qu'elles sont frappées par un orage, elle prie pour la sécurité de Rio. Peu après, Rio arrive et Celia est ravie de le voir sain et sauf. Elle remercie Rio de lui avoir redonné espoir car avant qu'il n'arrive, elle avait renoncé à la vie et allait se marier. Rio lui dit qu'il lui doit beaucoup et qu'il fera tout pour la rendre heureuse. Alors qu'ils décident de leur prochaine destination, les montagnes autour d'eux sont toutes frappées par des éclairs de différentes couleurs simultanément. Aishia réalise rapidement que ce sont des signes d'invocation et demande à Rio de les aider pendant qu'elle s'occupe de Celia. Peu après, Rio trouve ses invocations capturées par des voyous et les sauve. L'une de ces invocations s'avère être son amour d'enfance, Maru, ce qui laisse l'homme complètement choqué. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « J'aime les pieds » comme preuve.